Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP vidéo qui fait un retour sur le mois de janvier 2021. Et oui, le premier mois de l'année qui vient de se terminer. Dans cette vidéo, on aura une panoplie de sujets à aborder en commençant par les statistiques de la chaîne, puis en enchaînant vers un topo de nos 2 premiers mois dans l'aventure sur Patreon. Alors, je vous en parle rapidement. On parlera également d'un concours qui avait lieu sur notre plateforme Patreon, mais également un autre concours qui avait lieu sur notre chaîne. Alors, j'en reparle dans quelques instants. Je vous parlerai de mes expériences ludiques du mois de janvier, des projets que j'ai décidé de supporter sur Kickstarter récemment et des projets futurs de vidéos que je prévois vous présenter éventuellement. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement ainsi que ses chapitres pour naviguer plus efficacement dans cette vidéo. Et avant de commencer, pourquoi ne pas me laisser un pouce vers le haut? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Le mois de janvier 2021 commence en force pour l'école du jeu avec des statistiques impressionnante. Encore une fois, on accueille 371 nouveaux abonnés sur la chaîne. On est content que vous ayez décidé de vous joindre à notre aventure. J'espère que vous allez vous plaire sur notre chaîne, que vous allez trouver du contenu qui vous intéresse, qui va vous être utile, qui va vous impliquer également. Sachez que vous pouvez en tout temps nous laisser des commentaires. On en reçoit des tonnes, mais le plus possible, on essaie d'être réactif à ce que vous avez à nous dire. Également, au mois de janvier 2021, nous vous avons proposé 26 nouvelles vidéos. Et si on prend toutes les vidéos disponibles sur notre chaîne et qu'on totalise tous les visionnements qui ont été faits lors du mois de janvier, eh bien, on en est presque à 96 000 visionnements. C'est le deuxième mois qui a sollicité le plus de visionnements depuis le début, depuis l'existence de la chaîne. On tient à vous remercier pour cela. Et la vidéo qui a sollicité le plus de visionnements pendant cette période, il s'agit de mon top 10 des jeux sous-estimés. Alors, les jeux qui, selon moi, dans mon appréciation personnelle, se retrouvent trop bas dans le palmarès des jeux sur Board Game Geek. Alors, je ne ferai pas un retour sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, vous irez jeter un petit coup d'œil. Et aussi, au mois de janvier, je suis très content d'annoncer que Sylvain a commencé son top 100. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un objectif de lancement de notre campagne Patreon. Et Sylvain, fidèle au poste, a relevé le défi, a commencé sans attendre la publication de son top 100 des meilleurs jeux à ses yeux. Alors, si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, vous irez jeter un coup d'œil aux premières parties qu'il a déjà publiées. Plus ça avance et plus ça devient bon. Pour ce qui est de notre campagne Patreon, écoutez, c'est pas compliqué, on est super content de la réception, on en est fiers. Ça fait 2 mois, si vous n'êtes pas encore au courant, que cette campagne a été lancée et il s'agit en fait d'une plateforme qui vous donne l'opportunité, l'occasion, si vous le désirez, de nous donner un coup de pouce en nous supportant financièrement, en donnant un montant de votre choix parmi les choix qui sont disponibles. Et il y a des récompenses, des avantages également là, associé à chacune des braguettes de montant que vous seriez prêt à nous donner. Alors, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur notre plateforme, notre campagne Patreon, ben, le lien est dans la description. Je vais le faire également apparaître à l'écran. Et au mois de janvier, on a accueilli 19 nouveaux contributeurs, ce qui nous amène à un total de 59 contributeurs sur Patreon. Et on est très excités parce qu'on vient de débloquer l'objectif collectif qui va nous permettre, éventuellement, lorsque la situation mondiale nous le permettra, d'assister à des conventions, mais en plus de ramener des jeux, des primeurs, des nouveautés. Et oui, certes, vous les présenter sous format vidéo, mais également de vous les remettre carrément, là, les jeux, les nouveautés, les primeurs pour vous remercier de votre soutien. Donc, ça, c'est une chose qu'on veut faire. Et si vous avez
des idées au sujet d'un prochain objectif collectif qu'on pourrait mettre en place. Parce que là, on est en train de se creuser la tête. Quelle serait la prochaine étape? Quel serait le prochain objectif collectif qu'on pourrait débloquer? Si vous avez des suggestions et des idées, laissez-les nous dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de jeter un coup d'œil et peut-être de prendre en considération votre avis. Je vais également éventuellement publier une vidéo pour annoncer les gagnants des différents jeux qu'on a décidé de remettre à différentes personnes. D'une part, il y a 3 jeux qui vont être remis à 3 différentes personnes parmi nos contributeurs Patreon, un concours qui avait été annoncé dès le lancement de la campagne. Et d'un autre côté, on a également, je sais plus combien de jeux, je pense que c'est 3-4 jeux également qu'on a décidé de remettre parmi nos abonnés, parmi les gens qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires. Alors, manquez pas cette vidéo. Peut-être que vous allez apprendre via cette vidéo que vous avez gagné un jeu. On a également un partenariat complètement génial avec les boutiques L'Imaginaire ici au Québec qui ont accepté de nous remettre bientôt 40 jeux, j'ai bien dit 40 jeux qu'on pourrait distribuer parmi nos contributeurs Patreon. Alors pour l'instant, j'ai mis ça en stand-by sur la glace. J'attends de voir ici au Québec qu'est-ce qui va se passer avec les commerces, les boutiques et tout ça. Et dès que l'économie sera relancée, que les boutiques pourront réouvrir, je vais vous revenir avec les détails là-dessus, mais très content de pouvoir faire éventuellement ou potentiellement 40 heureux avec les jeux qui nous ont été donnés par notre partenaire. Au mois de janvier 2021, je n'ai pas eu l'occasion de jouer à autant de jeux qu'au mois de décembre puisque l'école est recommencée, c'est-à-dire que j'ai repris le travail à temps plein, donc un peu moins d'occasion de jouer, mais il y a tout de même quelques jeux dont je veux vous parler en commençant par Roam and Roll. Je vous en ai fait la présentation des règles sommairement il y a de cela quelques jours. Un jeu de gestion avec du roll and write. Puis quand même un jeu assez complexe, probablement le jeu le plus lourd de roll and write qui est présentement du moins disponible sur le marché. J'y ai joué dans la configuration en solitaire et je dois dire que je crois avoir fait 3 parties. La première a été assez confuse, surtout quant à la gestion du paquet de cartes de l'adversaire qu'on affronte, qui je crois qui s'appelle Sénèque. Quant à quel dé est-ce que mon adversaire va prioriser, il y a toutes sortes de critères, des petites règles faciles à oublier, des exceptions, des bris d'égalité, et une fois qu'on sait quel dé il récupère, et bien pour le type de dé, pour les actions qui sont visibles sur ces cartes aussi, il y a des actions qu'il va effectuer. Chacune des actions a évidemment son lot de règles spéciales, puisque Sénèque ne va pas effectuer des actions exactement comme un joueur. Alors, j'ai trouvé ma première partie très laborieuse, la deuxième beaucoup mieux, et après 2 parties, je me suis rendu compte que j'avais complètement passé à côté d'une règle importante qui rallongeait beaucoup la partie en lien justement avec les gestions des cartes et le moment de la fin de la partie. Bref, mes 2 premières parties ont duré probablement 2 fois trop longtemps. Et c'est pas nécessairement parce que c'était long que je dis ça, mais parce que probablement que mon adversaire m'aurait lessivé puisque j'ai réussi dans ces parties-là à faire des points vers la fin de la partie, alors que mon adversaire fictif avait largement l'avantage au départ. Mais ma 3e partie, j'ai pu vraiment savourer le jeu dans les règles complètes et appliquées de façon adéquate. Et je trouve que c'est un challenge intéressant pour ce qui est du mode solo. En multijoueur, écoutez, j'ai pas eu l'occasion encore de m'y adonner. Je suis assez curieux, surtout là au centre de la table sur le plateau principal. L'aspect de dessiner les bâtiments, j'ai l'impression que ça pourrait rapidement devenir un gros fouillis, mais on verra ça lorsque j'aurai l'occasion d'y jouer à plusieurs.
Ma femme et moi avons également eu l'occasion de jouer à Exit, la maison des énigmes. Je suis un grand fan de ce type de jeu avec les unlocks. On a déjà eu l'occasion de jouer à plusieurs Exit auparavant et on trouvait bien souvent que les Exit de niveau expert étaient souvent tirés par les cheveux, avec des énigmes exagérées. Et on s'est dit, bon, maison des énigmes, c'est une difficulté débutant. Essayons-le, peut-être qu'on va réussir en 60 minutes top chrono et qu'on va être sous le stress et la pression pendant tout notre scénario. De toute façon, on va y jouer seulement à 2 joueurs puisqu'on n'a pas le droit de se réunir à plus que ça. Pourquoi ne pas l'essayer? Et finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. On a résolu toutes les énigmes en 35 minutes. C'était beaucoup trop facile pour notre niveau du moins, mais il faut dire que si ça avait été notre première expérience, probablement qu'on aurait dépassé un peu le temps, qu'on se serait cassé la tête plus que ça, mais là, avec toutes nos expériences passé de Unlock, d'Exit, d'autres jeux de ce style, on commence à avoir des réflexes, des façons de penser, des associations également avec des expériences antérieures. On commence à deviner ou à entrevoir où les informations peuvent être dissimulées dans la boîte. Alors ici, on a carrément brisé le jeu. Après 35 minutes, il faut dire on est resté un peu sur notre faim. Mais bon, les énigmes étaient tout de même agréables. Ce qui nous a déçus surtout, c'est qu'on a été trop bon. Le prochain jeu dont je vous parle est un jeu plutôt méconnu, ou du moins un jeu qui n'a pas une place confortable sous le spotlight ludique. Il s'agit de Deluvia Project. C'est un jeu, oui, avec la gestion de ressources, placement de tuiles aussi, on pourrait dire. En fait, on place des tuiles sur un plateau central pour construire une cité volante de façon commune, mais c'est un jeu hyper compétitif. Et c'est également un jeu de placement d'ouvriers avec des petites twists intéressantes. C'est un jeu qui est tout de même assez rafraîchissant pour un jeu de placement d'ouvriers qui date d'il y a quelques années. Et c'est un jeu méconnu, je dirais, parce que c'est pas le genre de jeu qu'on va voir passer fréquemment sur les groupes de jeux de société sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a vraiment des chaînes YouTube francophones qui l'ont présenté. Je vais m'informer et probablement que je vais vous proposer la présentation de ce jeu prochainement parce que c'est Vince en fait qui l'avait rapporté du Gen Con en 2019. Déjà là, le jeu était sorti depuis quelques années. Il y a eu une réédition pour ajuster quelques trucs et j'ai bien aimé mon expérience. Les twists dans ce jeu de placement d'ouvriers sont intéressantes. Alors, je vous en reparle dans une vidéo dédiée à celui-ci. Il y a un jeu auquel je n'ai pas joué depuis longtemps et que j'apprécie grandement, c'est Newton. La dernière fois auquel j'y ai joué, en fait, c'était dans une configuration en solitaire. Je voulais voir, en fait, c'est que je m'ennuyais de ce jeu et je me suis dit, bon, testons-le en solo, on verra ce que ça donne. En fait, je pense qu'en solo, c'est exactement pareil, le même jeu. On va seulement faire nos actions à répétition, on n'aura pas à attendre après les autres joueurs et en fin de partie, eh bien, on va essayer de battre notre score d'une partie à l'autre. Mais ma dernière partie avec un autre être humain remonte à il y a quand même quelques temps. J'y avais joué avec Joe la dernière fois. Joe qui, vous connaissez peut-être Joe si vous suivez la chaîne depuis longtemps. En fait, c'est Joe qui m'avait convaincu que c'était un excellent jeu, on y avait joué ensemble, j'avais vraiment accroché et depuis ce temps-là, je n'avais jamais rejoué avec un autre être humain. Alors un soir que ma femme a accepté de jouer avec moi, je lui ai dit, eh bien, j'en profite pour te montrer Newton. Le jeu est très simple. J'aime le fait que, justement, c'est fluide, c'est instinctif. On peut facilement et logiquement faire des liens, mais il y a vraiment une tonne d'icônes à expliquer dans ce jeu. Et à chaque fois qu'on se lance avec des nouveaux joueurs dans Newton, on a le choix de dire « je t'explique la base »
et je te laisse l'aide-mémoire des icônes à côté de toi. Tu t'y référeras pour savoir ce que chacun des icônes veut dire, ou bien on explique chacun des icônes ou seulement les icônes généraux pour au moins guider un peu la personne en début de partie. Mais waouh, j'aime vraiment Newton, c'est un jeu auquel je m'ennuyais. Ma femme, je crois pas qu'elle l'a apprécié tant que ça. C'est dommage, mais moi je l'aime alors. C'est ça qui importe. Il faut dire que je l'ai vraiment écrasé aussi durant notre partie. Elle a fait l'erreur de s'éparpiller un peu partout. Alors que Newton est un jeu qui nous encourage à nous spécialiser et devenir de plus en plus efficace dans certaines actions. Probablement que dans une prochaine partie, si prochaine partie il y a, elle serait beaucoup plus performante. Au mois de janvier, j'ai eu l'occasion aussi, le privilège de jouer à Kingdom Rush Elemental Uprising, qui est le prochain jeu standalone, jeu à part entière dans la famille des Kingdom Rush chez nos amis de Lucky Duck Game. Kingdom Rush qui au départ était un jeu digital, une application que vous connaissez certainement, et Lucky Duck Game se spécialise de plus en plus dans les adaptations d'applications sous format de jeux de société, et je dois dire que pour Kingdom Rush, ça fonctionne à merveille cette adaptation. Je n'avais pas eu l'occasion de jouer à Rift in Time, qui est la première édition, la première version du jeu. Donc Elemental Uprising est un jeu à part entière. On n'a pas besoin de la première version du jeu pour y jouer. Vous pouvez avoir seulement cette boîte et vous lancer dans l'aventure. Toutefois, les deux versions sont compatibles, alors c'est possible de doubler ou même plus votre contenu pour vous faire des scénarios de malade. Et c'est un jeu qui va se trouver sur GameFound et non pas sur Kickstarter, donc une plateforme alternative de socio-financement. GameFound, le jeu sera disponible à partir du 9 février. J'ai prévu vous présenter ma présentation du jeu, les règles de ce dernier, mais également une section de la vidéo qui sera dédiée aux différences, aux ajouts, aux nouveaux éléments qui ont été intégrés dans Elemental Uprising en comparaison avec Rift in Time pour voir si ça vous intéresse, pour voir la comparaison entre les deux. Donc je vais vous proposer cette vidéo-là probablement vendredi le 5 février, soit quelques jours avant le début de la campagne pour que vous puissiez déjà vous faire une idée. Et tout dernièrement, littéralement à la toute fin du mois de janvier, j'ai eu le temps de jouer à Alma Mater pour vous en parler. Un jeu de placement d'ouvriers, encore une fois, avec un aspect économique assez original, l'économie des livres, des manuels, des dictionnaires qu'on va pouvoir débloquer dans ce jeu. J'y ai joué à 2 joueurs. Dans la configuration à 2 joueurs, on doit avoir une espèce de dummy player, un 3e joueur qui est hyper facile. Ça, c'est un gros point positif, hyper facile à gérer parce qu'il ne va pas marquer de points, il ne va pas récupérer d'argent. Tout ce qu'on va faire à chaque début de tour, c'est retourner une carte. On va placer ses ouvriers sur le plateau central pour rendre plus difficilement accessibles des emplacements et non pas les bloquer. Il va également nous mettre de la pression sur la piste de recherche et il va mettre disponible des nouveaux livres pour qu'on puisse les acheter. La configuration à 2 joueurs est intéressante et bien aussi. Je serais hyper curieux d'y jouer à 3 joueurs ou à 4 joueurs. L'interaction parce que c'est un jeu qui nous encourage à regarder l'offre que les autres vont faire sur les livres qu'ils mettent en vente. Et si personne n'achète ces livres, ils vont faire du profit sur ces livres. Alors on a tout intérêt à acheter les livres qui sont offerts par les autres joueurs, d'où l'aspect d'interaction. J'ai vraiment l'impression qu'à 2 joueurs, cette interaction manque un peu. À 3 et à 4, c'est là vraiment où ça doit prendre tout son sens. Alors c'est sûr que je vais y rejouer éventuellement. Ça a été une partie très serrée du niveau du placement là, de la
gestion, de réfléchir. J'ai seulement 4 ouvriers, il me faut de l'argent, mais si j'envoie mes ouvriers ici, après ça, il va me rester seulement 2 actions puisque je dois envoyer 2 ouvriers pour avoir assez d'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec ces ouvriers-là? C'est très calculatoire comme jeu, beaucoup plus que je pensais, mais c'est satisfaisant quand, avec notre dernier ouvrier, on réussit à faire exactement ce qu'on avait prévu. Je profite maintenant de cet instant pour remercier grandement nos contributeurs Patreon et je veux commencer par remercier spécialement Martin Saint-Pierre, Martin Dupuis et Vincent Mesureur qui ont décidé de se rendre au niveau de pledge de stagiaires sensationnels, ce qui leur donnera le droit de participer après un certain temps à l'une de nos vidéos dans un format de leur choix avec un sujet qu'on décidera ensemble. J'ai bien hâte de voir les sujets qu'ils vont nous proposer. Quelque chose me dit que Monsieur Martin Dupuis devrait nous proposer une vidéo sur le projet sur lequel il est en train de plancher, le jeu du nom de Souls. Un jeu dont il ne cesse de parler à tout le monde qui croise son chemin et que j'ai bien hâte, pour ma part, de découvrir. En plus de ces 3 mousquetaires, j'ai toute une liste de personnes à remercier personnellement. Alors j'ai ma liste sous les yeux pour être sûr de n'oublier personne. Un grand merci à Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Marc Boudreau, Brice Romian, Jonathan Le Carpentier, Marie Jolivet, Jessica Hébert, Mathieu, Miguel Piette, David Favre, Rosalie Gélina. Un immense merci également à Mathieu Marcarian, à René Blanchette, à Steve Griggs, à Monsieur Zone Jeux de Société, Martin Lafrenière, un grand merci, à un fan depuis les tout débuts de l'école du jeu, Monsieur David Castonguay, merci à Marc Thibault, à l'équipe de Jack Bro, Jean Thomas, un grand merci, à Thierry Roy, à Nicolas Perron, à François Fern, Tétro, à Emmanuel Chauveau, à Serge Darvaux, à Jean-Philippe Ferland. Ouf, il y en a beaucoup de personnes à remercier. Merci à Marc Boudreau, Kevin Salle, Philippe Pierquin, Lionel Fourré, à Normand Gravel, à Frédéric Charles, Cyril Souchou et finalement Monsieur Temple du Maple, Steve Provost, Paquette, à vous tous qui croyez en nous et qui jugez bon de nous encourager en nous donnant un petit coup de pouce financier via notre campagne Patreon. À vous tous, un immense merci. En rafale, au cours des derniers mois, j'ai backé quelques jeux sur Kickstarter. Alors, j'ai décidé de remonter jusqu'au mois d'octobre puisque je ne suis pas, mais vraiment pas, un grand backer sur Kickstarter. Au mois d'octobre, j'ai décidé de supporter le projet Frostpunk, qui est un jeu qui m'a l'air vraiment prometteur, qui fait beaucoup penser à This War of Mine, qui est également une adaptation d'un jeu vidéo, un jeu de gestion, de survie, de choix éthiques. Le matériel a l'air exceptionnel. C'est rare que je fais ça, mais là, j'ai sauté immédiatement sur la version Deluxe. Au mois de novembre, j'ai backé évidemment Burn Cycle, le prochain projet de Chip Theory Games, dont je vous ai déjà parlé. La thématique m'a attiré dès le départ. Le principe m'intrigue beaucoup. Bon, côté composante, on est dans du Chip Theory Games, alors il n'y a rien à redire là-dessus, mais je suis bien curieux d'en apprendre, en fait de le tester par moi-même éventuellement. Et tout dernièrement, au mois de janvier, j'ai décidé de backer Darwin's Journey, qui est un jeu de la même équipe, entre autres des mêmes auteurs qui nous ont donné Newton, dont je vous ai parlé dernièrement. Alors, pour moi, ça a été pratiquement un no-brainer, pas besoin de réfléchir, je saute directement là-dessus. J'ai décidé de prendre le jeu de base uniquement, je crois que ce sera vraiment largement suffisant avec tous les stretch goals en plus qui ont été débloqués. Et finalement, côté projet à venir, au mois de février, comme je vous l'ai dit, je veux vous proposer les règles ainsi qu'une petite mise au point des nouveaux éléments qui seront intégrés dans Kingdom Rush Elemental Uprising qui va être sur GameFound le 9 février. De mon côté, je prévois publier ma vidéo vendredi
qui vient le 5 février, si je ne me trompe pas. Alors, ce sera à surveiller si vous voulez plus d'informations sur ce jeu. Je devrais aussi, normalement, commencer à vous proposer mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. De son côté, Sylvain a déjà pris un peu d'avance en commençant à publier son top 100 au mois de janvier. C'est super parce qu'il va continuer sa progression alors que moi, au mois de février, je vais commencer avec les dernières places de mon classement et on va continuer comme ça de s'enchaîner. Et normalement, au mois de mars, c'est Vince qui va nous emboîter le pas et comme ça, vous pourrez suivre graduellement l'évolution ou la parution de nos vidéos respectives concernant nos différents top 100. Et je ne vous ai pas oublié, chers amateurs des épisodes de la série, il ne doit en rester qu'un. Je dois l'avouer, j'ai pris du retard dans cette série. Le 30e épisode n'est pas encore disponible. Il y en a qui nous écrivent sur Facebook, où est le 30e épisode? Il y en a qui nous écrivent sur YouTube, où est la suite? Est-ce que c'est terminé? Il y a des jeux qu'on n'a pas vus encore. Alors non, ce n'est pas terminé, mais je dois avouer, je dois dire que avec le lancement de notre campagne Patreon, celle-ci accapare tout de même pas mal de mon temps et je n'ai pas encore trouvé une solution efficace pour diviser les nombreux jeux qui sont sur le dessus de mon étagère. Pour ce qui est de mes Kallax avec les carrés, c'était des divisions parfaites où je pouvais seulement présenter 4 ou 5 jeux d'un coup. Sur le dessus, ça va être un peu plus compliqué à faire. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de comment je pourrais diviser ça, laissez-moi vos idées et suggestions dans les commentaires. Je ne vous ai pas oublié, je prévois, oui, continuer la série. Quand, par contre, je ne le sais pas, ça sera peut-être une surprise. Alors, continuez de nous suivre attentivement. Et voilà pour ce qui était de ce Quad 9 GP. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi vos commentaires, retour sur tout ce dont je peux avoir parlé. Et on sait tous que je parle beaucoup, que j'ai dit plein de choses. Mais laissez-moi un commentaire rétroactif sur ce dont j'ai parlé. Et si ça vous intéresse, comme je vous en parlais un peu plus tôt, de nous encourager, de nous donner un coup de pouce, de joindre l'aventure de l'école du jeu en nous soutenant d'une façon particulière, sachez que vous pouvez le faire en rejoignant notre campagne Patreon. Alors le lien est dans la description, je vais le faire également apparaître à l'écran. Il reste de la place pour vous dans l'équipe. Ceci étant dit, eh bien je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.